Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, que la décroissance, on va pas y couper. Pourquoi on parlerait pas d'écologie ? Ouais, parce qu'on s'en branle. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. Les décideurs, c'est toi les décideurs. Écoutez, tout ça est du pur délire et il y en a au bas mot pour 250 milliards d'euros. Ah ouais, c'est chaud, hein. Toi, c'est pliant. Bienvenue dans C'est chaud, un podcast pour sortir de l'inaction climatique et penser l'économie et la société de demain. Je suis Laïla Halak, économiste et productrice de ce podcast. Et aujourd'hui, je vous laisse avec Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa, et Julie Desrousseaux, data journaliste. Tous les deux, ils vont répondre à une question qui peut vous surprendre et qui a de lourdes implications sur l'avenir. L'extrême droite a-t-elle un projet écologique ? Bonne écoute! Salut Manu! Salut Julie. Alors il paraît qu'aujourd'hui on fait un épisode d'extrême droite. Du coup on va célébrer la France d'antan, expliquer que l'immigration nous coûte trop cher et cracher sur les islamo-gauchistes. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Ah non mais pas du tout, on s'est pas compris. Non mais pas de problème, moi tu sais j'aime beaucoup les bagnoles, le barbecue, les chasseurs. Et défendre tout ça, ça parlera à nos auditeurs et auditrices d'extrême droite. Mais enfin Manu, on va pas faire un podcast d'extrême droite, au contraire. Aujourd'hui, l'objectif c'est de comprendre le rapport de l'extrême droite à l'écologie. Comprendre, tu sais, donc analyser, se pencher sur des chiffres, sur l'histoire de ce courant politique, tout ça. Ah bon ? Et donc on va faire des sciences sociales, c'est ça ? C'est ça. Mais c'est pas un truc de wokiste, ça ? Bon, allez, arrête, tu sais très bien comment notre podcast fonctionne. L'idée, c'est de voir si la transition va être freinée par l'extrême droite. Parce que, a priori, elle est pas méga fan de l'écologie et des écologistes. Bah mais c'est des wokistes. Ok, si tu veux, mais peut-être que si on regarde plus en détail, il y a des gens d'extrême droite qui pourraient complètement adhérer à des politiques publiques de transition, voire même des responsables politiques qui pourraient se trouver de bonnes raisons de changer notre modèle productif ou de consommation. C'est une menteuse, elle ment en allemand. Das ist eine kolossale Konspiration. Bon, à l'échelle de la planète, on peut pas dire que les dictateurs d'extrême droite ont un super bilan carbone. Entre Erdogan qui ruine l'écosystème du Bosphore pour y construire un méga tunnel, Trump qui a fait redémarrer le charbon et le gaz de schiste, et Bolsonaro qui a fait bondir la déforestation de l'Amazonie de 60% en 4 petites années, c'est pas génial. Mais si un jour l'extrême droite allait sur un terrain écolo, genre protéger les gens des catastrophes climatiques, gérer des ressources qui se raréfient, là il se passera quoi ? Ouais mais quand même, le barbecue, la chasse, les pesticides, c'est ça notre patrimoine national. Mais enfin... Bon allez j'arrête. Mais blague à part, c'est un peu ça le programme écologique de l'extrême droite, non ? Alors comment on va concilier ça avec la question qu'on se pose aujourd'hui ? L'extrême droite se fout-elle de l'écologie ? Vous dire que lorsque l'on est patriote, on a le souci et l'inquiétude de la survie de son propre peuple et de sa propre civilisation, mais aussi de l'environnement dans lequel cette civilisation s'épanouit. Eh ben, tu vois Manu, je te trouve vachement médisant. Je suis allée éplucher les votes au Parlement européen pendant la dernière législature, 2019-2024. Et je te signale que 2/3 des eurodéputés d'extrême droite ont voté pour améliorer la réparation des objets vendus, pour augmenter la collecte des piles et batteries, et pour lutter contre les étiquettes qui font croire qu'un truc est écolo alors que non. Ah ouais, gros programme écolo, sur des textes hyper contraignants, j'imagine, avec des objectifs chiffrés, des sanctions en cas de non-respect. Oh l'autre, comme tu t'emballes, typique des escrolos ça. Bon, arrêtons les bêtises. Je t'ai donné les quelques exceptions qui confirment la règle. Au Parlement européen, un député d'extrême droite, ça vote contre presque tout ce qui fait du bien à l'environnement. C'est fâcheux parce que les deux groupes d'extrême droite qui siègent à Strasbourg, les conservateurs et réformistes européens et Identité et démocratie, font environ 130 eurodéputés sur 705 pour la législature 2019-2024. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles élections, ils occupent près de 200 sièges. Revenons au vote. N'importe quel texte trop contraignant ou ambitieux est dégagé. Par exemple, l'extrême droite a voté en majorité pour instaurer des limites plus strictes sur ce qu'on appelle les polluants éternels ou pour lutter contre les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Mais à part dire « oui, c'est pas bien, faudrait limiter ça », ces mesures n'ont aucun effet concret. Quand il s'agit d'autre chose que des déclarations d'intention, par contre, il y a plus grand monde dans les tribunes parlementaires de l'extrême droite. Déjà, ils se sont exprimés contre le Pacte vert. C'est un programme ambitieux créé en 2019 pour réduire d'au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre de l'UE d'ici 2030. À partir de là, tu votes contre tout en fait. Contre la neutralité carbone des bâtiments en 2030, contre réduire les émissions du secteur maritime, et puis à 97% contre proclamer l'urgence climatique tout simplement.
Donc l'extrême droite est d'accord pour protéger les consommateurs contre le greenwashing des bobos du marketing, en somme, mais pas pour fixer à la France des objectifs écologiques contraignants. Voilà. Et alors si jamais l'écologie ça veut dire être solidaire, rien qu'entre Européens, là, elle s'en donne à cœur joie. Un total de 1% de ces eurodéputés ont approuvé la création d'un fonds pour une transition juste qui aide les régions européennes très touchées par le dérèglement climatique. Et 2% étaient d'accord pour dénoncer la violation des droits des défenseurs de l'environnement. Par exemple, quand des militants écolos brésiliens disparaissent soudainement. Wouah, 2% quand même! Et puis alors, dès qu'il s'agit de contraindre les entreprises au nom de l'environnement, clairement, l'extrême droite vote contre. Contre-rendre le financement des entreprises polluantes plus difficile. Contre-rendre les entreprises légalement responsables des dommages environnementaux qu'elles causent. Contre-booster le déploiement des carburants durables, voitures et stations de recharge électriques. Contre l'idée de faire participer l'industrie automobile à la réduction des émissions dans l'Union. Et tout ça à plus de 95% des votes. Si je comprends bien, l'extrême droite est techno-solutionniste, mais elle aime bien les solutions du passé. En réalité, j'ai pas trouvé dans les votes RN la trace d'une allégeance nette à la technologie pour prétendre sauver le climat. Beaucoup moins en tout cas que chez les macronistes. Il semble plutôt que la ligne directrice du RN, ce soit de voter contre ce qui empêche les entreprises, surtout des industries traditionnelles fossiles, bagnoles en tête, plutôt que de voter en masse pour la promotion des technologies vertes. Un techno-solutionnisme d'opportunité, quoi. Le monde d'avant, finalement. En même temps, c'est bourré de contradictions tout ça, parce que lancer des méga programmes d'investissement dans les technologies renouvelables, a priori, ça boosterait l'indépendance énergétique. C'est bien sur son territoire propre qu'on capte le vent et le soleil. Ça devrait plaire à l'extrême droite. Par exemple, l'éolien offshore. Il faut imaginer un champ de tour Eiffel posé sur la mer qui peut produire une capacité équivalente à une petite centrale nucléaire. Ça a de la gueule quand même pour un nationaliste de poser devant une telle démonstration de puissance. Ouais, mais ça pose aussi un sacré nombre de problèmes. Le principal, c'est que ça enverrait aux industriels des énergies fossiles un message négatif, alors que l'extrême droite a besoin d'eux. Sans compter qu'un champ d'éoliennes, ça pollue visuellement les mers et les campagnes françaises. Et ça, c'est pas du tout ok pour l'électorat extrême droite. En fait, l'idéologie de l'extrême droite en ce qui concerne l'énergie, ça va dépendre du contexte national. Elle choisit l'énergie qui défendra le mieux le niveau de vie de son électorat, parce que c'est ça sa priorité. Via du capitalisme s'il le faut, même fossile. C'est ce que Clément Malguir, économiste-chercheur au CNRS, a observé aux États-Unis. Je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété et beaucoup d'opposition en fait à toutes les politiques qui promeuvent les renouvelables aux États-Unis, parce qu'il y a un gros secteur qui produit des énergies fossiles. C'est pas le cas en France. En France, il va pas y avoir, je sais même pas s'il nous reste une mine de charbon en fait en France. Donc il y a pas ce problème-là. Il y a peut-être certains secteurs d'activité. Donc c'est pour ça, je pensais typiquement, si on met en place une taxe carbone, c'est sûr que l'élevage bovin ou certaines activités industrielles vont être pénalisées plus que d'autres. Donc il peut y avoir en fait quand même des phénomènes, des chocs locaux qui s'apparentent un petit peu à ce qui s'est passé avec la mondialisation. Mais encore une fois, ça va être beaucoup plus réduit en France que dans des pays où la production d'énergie fossile est importante, ce qui est plus du tout le cas en France. D'ailleurs, cette question de l'impact sur l'emploi et les régions est évoquée dans l'épisode 1, Comment recycler les travailleurs polluants. Bon, je t'avoue Manu qu'à éplucher les votes des eurodéputés, parfois j'ai eu du mal à comprendre la logique du RN. C'est comme si l'extrême droite essayait de marquer des points écologie qui ne lui coûtent pas cher électoralement parlant. Par exemple, elle vote pour des mesures environnementales qui relèvent en fait de la santé, comme protéger les travailleurs contre les effets nocifs de l'amiante ou des substances cancérigènes. Mais au cours de la même législature, les mêmes élus votent à plus de 95% contre l'objectif de rendre les bus urbains neutres en carbone d'ici 2035, et contre fixer des limites de pollution de l'air plus strictes, ce qui pourtant améliorerait la pollution atmosphérique. Qui fait, rappelons-le, 40 000 morts climatiques en France chaque année, donc ça pourrait leur permettre de dire « on défend le peuple français en régulant la pollution ». Pareil, l'extrême droite se veut défenseuse des campagnes, mais vote massivement contre l'objectif de restaurer l'habitat dégradé par la pollution, et contre augmenter la surface des forêts en France, de sorte à augmenter les puits de carbone. Par contre, quand il s'agit des forêts étrangères, elle est OK pour lutter contre la déforestation, liée aux cultures de cacao, café, huile de palme, soja, ce qui a l'avantage de gagner des points de bonne intention écologique sans contraindre le moindre agriculteur de l'Hexagone. On n'en est plus à une incohérence près, et ça s'explique par des calculs électoraux très court-termistes, d'après Stéphane François, politiste à l'université de Mons. Derrière le RN ou Reconquête, pour regarder ces deux formations les plus importantes, il y a quand même des gens qui réfléchissent. La transition carbone, ils sont tout à fait conscients, mais au lieu de passer à une transition totale, ils disent qu'il faut faire une sorte de pause à mi-parcours en misant sur le tout nucléaire. On aurait plutôt un autoritarisme nucléaire qu'autre chose.
Mais cette mise en avant du nucléaire, ça rejoint ce que je vous disais. Le nucléaire, c'est quoi? Ça permet une électricité peu chère, donc à maintenir le niveau de vie et le niveau de civilisation, de pratique des citoyens. Ok, c'est pas difficile de déceler l'effet d'aubaine dont l'extrême droite se saisit sur certains votes. Mais en même temps, les extrêmes droites européennes sont fondamentalement anti-européennes. Donc on peut imaginer qu'au Parlement de Strasbourg, elles s'opposent un peu à tout par principe. Tu as raison. Mais je suis allée regarder aussi les votes des députés d'extrême droite au Parlement français. Et c'est pas tellement mieux. Les députés RN du Palais Bourbon se sont prononcés pour l'assouplissement de la loi zéro artificialisation nette, pour l'accélération de la construction de méga-bassines, pour la suppression des objectifs de décarbonation du secteur agricole et pour la prolongation de l'utilisation des pesticides. Bon ok, mais Marine, la chef de l'extrême droite française, elle a quand même le mérite de défendre les animaux. C'est assez progressiste ça. Il paraît, oui. Mais alors, il faudra peut-être lui dire que son parti a voté au Parlement français pour la réautorisation des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, contre un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, contre l'instauration de dimanches sans chasse, jugé fondamentalement liberticide, et contre l'abolition, je cite, de la tradition de la corrida, défendue comme la passion du peuple du Sud. Donc, même pour protéger les animaux, il n'y a pas grand monde. Bon, alors à ce stade, il y a un constat assez étrange. Il semble que l'extrême droite actuelle se prononce parfois en faveur de certaines solutions techniques, mais ne soit pas totalement technosolutionniste, et parfois même carrément réactionnaire, au sens où elle préférerait le monde d'avant, où le changement climatique n'existait pas, mais aussi où la nature était mieux respectée. Ouais, on a eu un peu de mal à mettre de l'ordre dans tout ça. Mais heureusement, on a Stéphane François. Alors, quand on parle de l'extrême droite, il faut vraiment distinguer sur le plan de l'écologie un parti comme le RN et les radicaux. Et de fait, le RN se place dans une logique tout à fait superficielle de l'écologie. On peut même aller au-delà et dire à partir des programmes de ce parti qu'il n'y a en fait aucun intérêt pour l'écologie. Ça reste vraiment plus que superficiel. D'ailleurs, le précédent programme était tout à fait clair, hein, celui qui avait été utilisé pour les dernières présidentielles. Vous regardez la brochure M, l'écologie, il n'y a rien sur l'écologie. Mais le mot nationalisme, nation, patrie, souverainisme, ben bref, le discours nationaliste, vous l'avez quasiment toutes les deux lignes. Donc, l'écologie conçue par le RN comme une forme de patriotisme au mieux, de nationalisme au pire. En gros, on produit chez nous parce que c'est pas produit chez eux. Après, de ce côté-là, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Ok, donc pas la peine de se creuser la tête pour chercher de la cohérence écologique chez le RN finalement. Chez le RN, non, mais chez ceux que Stéphane François appelle les radicaux, et qui sont donc plus à droite encore que le RN, il y a plusieurs traditions intellectuelles qui ont essayé de donner un vrai contenu à une écologie de droite dure, hein, bien sûr. Un premier courant radical, c'est celui du folkisme. Tu te rappelles tes cours d'allemand au lycée, Julie ? J'ai fait espagnol LV2. Bon, en fait, on parle de völkisch pour désigner ce qui se rapporte au folk, au peuple défini avant tout par ses racines et même par son unité raciale. Ah ouais, c'est des nazis quoi. Alors historiquement non, ce sont des prédécesseurs des nazis à la fin du 19e siècle, antisémites et qui veulent construire un nouveau Reich, mais qui sont aussi obsédés par l'idée de reconstruire une religion païenne à la place du christianisme et qui s'opposent radicalement à la modernité. Ils sont carrément hostiles à la révolution industrielle, au progrès, à la science, alors que le national-socialisme a un rapport plus ambigu à tout ça. Mais en tout cas, ça a été un courant idéologique puissant dans l'extrême droite européenne et en partie française. Un courant parmi d'autres donc. Oui, pour simplifier, dans l'histoire de l'extrême droite française, il y a deux tournants. Celui de Vichy d'abord, avec le programme de révolution nationale du maréchal Pétain, vite oublié au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à ce que des intellectuels obscurs, au premier rang desquels Alain de Benoît, cherchent de nouveau à unir toutes les droites sous une bannière réactionnaire, celle de la nouvelle droite. C'est dans les années 70 ce deuxième tournant. Voilà. Et ça a infusé du côté du FN à l'époque, mais aussi chez des gens comme Bruno Maigret, qui a splitté avec le FN quelques temps plus tard. Et ces gens ont bizarrement quelques proximités apparentes avec des idéaux écologistes. Alors, effectivement, là, chez les radicaux, il y a cette conscience-là, qu'il faut tourner le dos à nos sociétés consuméristes et productivistes. La nouvelle droite, dès le début des années 80, au moment où elle prend son tournant anti-moderne, avait des réflexions là-dessus. La nouvelle droite, au début des années 80, tapait sa société de consommation. Une décennie plus tard, Benoît mettait en avant le risque de peak oil et de la finitude du monde, avait écrit plusieurs articles sur l'écologie. Donc chez les radicaux, oui, il y a cette conscience qui est tout à fait présente. Cette nécessité de tourner le dos donc à ce modèle de société, avec en arrière-fond, en arrière-plan, un autre point qu'il ne faut pas oublier, notre modèle productiviste, c'est quoi? C'est issu des Lumières. Donc derrière la critique
des 30 glorieuses, la société de consommation, du productivisme, il y a la critique du progressisme, il y a la critique des idées des Lumières. Les deux sont liés. Le fait que l'extrême droite aime beaucoup Heidegger et sa critique de la technique, c'est pas anodin. Pour des raisons qui peuvent être assez diverses et parfois contradictoires les unes avec les autres, certains militants d'extrême droite sont persuadés que la modernité doit être rejetée en bloc. Ça va de la tradwife qui fait des stories sur Insta où elle s'occupe avec bonheur de sa maison et de son mari, jusqu'à la revue Limite qui voulait promouvoir une doctrine chrétienne très conservatrice, anti-avortement et anti-moderne plus généralement. Ah oui, c'est la revue où Eugénie Bastier a fait ses premières armes. Exactement. Mais pour d'autres raisons encore, tu peux trouver ailleurs cette célébration de la nature vierge que l'être humain ne devrait pas perturber, surtout si l'être humain en question est immigré, bien sûr. Chez les survivalistes, par exemple. Avant, on a un survivalisme qui est fondé sur la peur et d'une guerre nucléaire et d'une guerre avec l'URSS. Les deux pouvant se cumuler, évidemment. Avec un troisième point à partir des années 70, le risque de disparition des réserves de pétrole. Donc 3 discours. Mais le survivalisme, comme vous le dites, est profondément américain. C'est-à-dire que il est profondément individualisme. En Europe, il pourrait s'appliquer, s'intégrer, mais dans un cadre de petites communautés autonomes. C'est-à-dire qu'on reviendrait à une forme de féodalité. Alors, avec les radicaux identitaires plutôt ethnistes ou régionalistes, on est totalement dans cette logique-là. Voilà. Plus d'État, des communautés autonomes de type féodal, qui marcheraient en autarcie, mais là on est quelque part, d'ailleurs j'avais intitulé un article comme ça, on est un peu dans Mad Max. On tourne le dos à l'État-providence, etc. et on revient effectivement à un monde post-apocalyptique où la société a totalement disparu après l'effondrement. Alors voilà, il y a cette réflexion de ce type. Ouais, attends Manu, là on parle que de quelques centaines de personnes grand max. Ces radicaux d'extrême droite, ils font flipper, mais ils ne pèsent pas lourd. Et ils ne sont pas prêts de prendre le pouvoir par les urnes. Personne en France ne voterait de nos jours pour un parti anti-avortement qui veut condamner les femmes à rester à la maison et se préparer à l'effondrement de la civilisation en stockant des armes dans des communautés autonomes. Donc pourquoi on en parle ? Pour une raison toute simple, même si ces gens ne pèsent rien électoralement, ils ont une audience au sein de l'extrême droite. Eugénie Bastier, dont on parlait tout à l'heure, c'est censé être une tête pensante de la droite dure. Et sur des sujets de société, on lui tend un micro. Voilà, moi je suis pas un sous-marin de la fachosphère au Figaro, c'est ce que vous suggérez, pas du tout. Un homme qui se proclame femme n'a rien à faire dans le cabinet d'un gynécologue. Cela n'a rien à voir avec la transphobie, néologisme totalitaire inventé pour désigner quiconque n'est pas d'accord avec l'idéologie du genre. Non, je suis pas un sous-marin de la fachosphère. Donc même des radicaux peuvent avoir des idées qui infusent, comme l'hostilité à la médecine moderne par exemple. Et en fait, quand on regarde ce que votent et ce que déclarent des partis comme le RN ou ses homologues européens, on constate plus de convergence avec la droite de gouvernement. Défendre l'agriculture productiviste par principe, sans aucune réflexion sur ce qu'on devrait changer pour ne pas défoncer la biodiversité par exemple. C'est ce que font l'AfD, Mélanie, Le Pen, mais aussi des responsables des LR ou même des macronistes dans le cas français. Attends Manu, je pense à un truc. Peut-être qu'il faudrait les prendre en compte, ces idées, ce fonds de commerce des nationalistes, le souverainisme. Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique. Oui, comme vous. Beaucoup. Est-ce que par exemple, ça pourrait être un argument convaincant pour eux d'investir dans l'adaptation au réchauffement climatique juste pour ne pas avoir besoin de demander de l'aide aux pays voisins en cas de catastrophe naturelle ? Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Pourquoi pas, mais c'est déjà arrivé un truc pareil ? Oui. À l'été 2021, le sud-est de la Turquie est ravagé par des méga-incendies. Et le président Erdogan, un des plus fervents climato-négationnistes au pouvoir, non seulement interdit la diffusion d'images de ces incendies à la télé turque... Tu m'étonnes, cacher cette humiliation que je ne saurais supporter... Et en plus, il est obligé de solliciter l'aide internationale pour lutter contre les flammes. La honte pour un nationaliste qui veut montrer qu'il est le plus fort et qu'il a besoin de personne. Clairement. Mais bon, ça me semble une justification un peu légère pour convaincre le RN de lancer des milliards d'investissements dans la transition écologique dont ses électeurs ne veulent pas. Eh ben justement, en fait, c'est pas tellement vrai de dire que l'électorat d'extrême droite est anti-écologie. Attends, quoi ? On vient pas de démontrer le contraire ? Non, mais il est clairement pas engagé sur ce terrain. Mais je suis allée voir les chiffres du sondage IFOP daté de novembre 2020. Eh ben, pour 81% des sympathisants du RN, le dérèglement climatique est une réalité. Une proportion très proche des 84% des partisans, les républicains. 91% des partisans de gauche le pensent. Bon, ça reste des déclarations faciles, mais ça veut dire qu'en théorie, il y a moyen de faire des politiques écologiques sans être bloqué par les sympathisants RN. Surtout au niveau local. Ouais, c'est ce que me disait Stéphane François, qui relevait que beaucoup d'électeurs et électrices du RN peuvent s'engager de manière personnelle dans les associations de défense de la cause animale, par exemple. Ce qu'on pourrait en conclure, c'est que ça doit être possible d'engager des politiques environnementales qui ne subiront pas le blocage d'un électorat d'extrême droite.
Et Clément Malguir est d'accord. Obama avait fait tout un ensemble de politiques sociales, notamment un truc qui s'appelle Medicaid, qui aide en fait les ménages à bas revenus. C'est un programme fédéral et les États très à droite avaient refusé d'y participer et donc laisser de l'argent sur la table en fait parce qu'ils refusaient des fonds fédéraux pour signaler le fait qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait cette extension. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'administration Biden a quand même, donc avec le Inflation Reduction Act, il a mis en place tout un ensemble d'investissements dans donc des grandes usines, les énergies renouvelables, des subventions aux énergies renouvelables, etc., qui ont été assez populaires dans les États très républicains. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que ça crée un ensemble de parties prenantes, même dans des endroits, on va dire, hostiles à la transition écologique, où les gens ont maintenant une incitation quand même et un intérêt à ce que les choses continuent vers la décarbonation de l'économie. Et c'est pas quelque chose, en un sens, et ça intervient dans un contexte culturel où, genre, une dizaine d'années plus tard, auparavant, il y avait des États qui carrément refusaient certains fonds pour des programmes sociaux. Donc, en fait, je pense que miser sur des gros investissements et des choses, en fait, qu'on puisse, on va dire, inaugurer, on puisse couper un ruban. Donc, ça va être les usines de batteries, etc. Je ne sais pas si c'est la façon la plus efficace de faire de l'écologie, mais en tout cas, c'est une façon de faire qui semble avoir créé, même dans des endroits initialement très hostiles au discours écologique, un ensemble d'acteurs économiques qui maintenant n'ont pas d'autre choix que de continuer à favoriser cette transition. Et ça, c'est peut-être un point qui est à méditer en fait pour faire des politiques publiques en faveur de la transition qui génèrent pas d'hostilité en fait au sein de la ruralité et qui favorisent pas l'extrême droite, quoi. Alors ça me plaît. Si la transition écologique est la plus juste possible et préserve le pouvoir d'achat des ménages modestes, ça peut permettre de donner moins d'arguments à l'extrême droite. Convaincre les estomacs avant de convaincre peut-être un jour les cerveaux. Fais gaffe Manu, tu vires poète là. L'extrême droite, ça te met dans un sacré état quand même. Il y a tout de même une difficulté, mais plutôt dans la stratégie politique. Là, on est en train de partir du principe que l'électorat d'extrême droite pèse lourd, s'en fout de l'écologie et continuera à bloquer. Et donc on propose de le circonvenir en somme. De faire de l'écologie sans le dire, ou plutôt en parlant aux gens de ce qui les concerne immédiatement, leur emploi plutôt que la biodiversité. Mais on peut aussi être en désaccord avec cette stratégie. Parce qu'un programme écolo d'extrême droite, ce serait avant tout un programme nationaliste, raciste, sexiste, classiste, c'est ça ? Oui, l'alternative à la méthode 12 qui veut essayer de trouver du compromis, ce serait plutôt d'aller au front. On pourrait se dire qu'il faut convaincre non seulement de la justesse des arguments écolos, mais plus généralement de l'horreur à laquelle nous exposent les nationalistes s'ils gagnent encore du terrain. Donc l'idée, c'est d'un côté que les politiques environnementales ne soient pas bloquées, on fait avec le rapport de force existant, et de l'autre, il faut que ces politiques permettent de combattre la montée de l'extrême droite. Finalement, c'est ça ? Oui, sans chasser sur leur terrain de prédilection. Parce qu'il y aura d'autres sujets qui sont encore plus graves. Regarde les réfugiés climatiques, par exemple. Ouais, ça c'est une toute autre histoire. Je pense qu'il faudrait en faire un épisode. Merci Julie et Manu pour cet épisode. J'en retiens que l'extrême droite a un rapport opportuniste à l'écologie pour l'instant, mais qu'il existe aussi un socle idéologique. La protection du vrai peuple, de ce qu'il considère comme ses paysages et ses traditions. Tout part de là. En creux, c'est la défense d'un eux contre nous. Outre le racisme, l'extrême droite se construit aussi sur des affects économiques bien réels. La peur que les politiques écolos restreignent les libertés et diminuent le pouvoir d'achat. Alors, plutôt que des politiques inégalitaires venues d'en haut, taxe carbone, on peut agir au niveau local. La réindustrialisation verte, par exemple ? Pensez Keynes, on en reparlera. Et avec l'accélération du changement climatique, la problématique des réfugiés va s'accentuer. Cet épisode n'est qu'un bout de la réflexion qu'il faudra prolonger. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode, et c'est chaud de manière générale, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify. Et, on se lance en indé, nous soutenir sur tipeee.com. Vous avez tout en description. À bientôt. Merci d'ailleurs à nos tipeuses et nos tipeurs David Revelin, Delphine Latil, Antoine Trouche, Anna Sibaï, Louise Rejean, Agathe Chémy, Clara Duteil, François Thomas, Armel Prieur, Pascal et Sabine Lemoine pour leur soutien. Et désolé si j'écorche vos noms. C'est chaud est un podcast produit par Flèche Sonore. Écrit et animé par nous, Julie Desrousseaux et Emmanuel Martin. Directrice de production, Leïla Alak. Chargée de production, prise de son et montage, Agathe Potin à l'Académie du Climat.